une pièce fermée à clé, hermétiquement scellée, mais à l'intérieur, une bougie vacille, hors de portée de toute main. Miss Marple sait que même la plus faible lueur peut révéler le crime le plus sombre. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis votre animateur, Étienne. Que pensez-vous que cette bougie révèle? L'orage était passé, laissant le village de Saint Aldelme endormi et luisant sous un manteau d'humidité. Un vent âcre flottait encore, taquinant les bordures des rosiers et faisant claquer le loquet métallique du portail du jardin de Mademoiselle Carter. Un parfum de lavande humide flottait dans la brume du soir. À 9h moins le quart, alors que les cloches de l'église Saint-Aldelme venaient de disparaître dans l'obscurité, Madame Abigail Ferns vit la lumière. Il n'était pas rare que les bougies brûlent tard dans les vieilles maisons, surtout lors des fréquentes pannes de courant du village. Mais cette lumière dorée, scintillant à travers la fenêtre du haut du cottage vide des Hutchinson, arrêta Abigail. Les Hutchinson n'étaient pas partis 6 semaines. Une croisière en mer Égée, comme Madame Hutchinson l'avait décrit avec enthousiasme au café du matin. Le cottage était bien verrouillé. Les stores étaient tirés. Un mot sur la porte indiquait le numéro de leur gouvernante en cas d'urgence. Et pourtant, là, brillant à travers la vitre tachée de pluie au-dessus du jardin, se trouvait la flamme distincte et vivante d'une bougie. Abigail se tenait debout, son parapluie affaissé dans sa main, ses bottes censées attrapant les flaques d'eau, regardant la bougie vaciller et trembler dans sa transe de cire. Elle ne frappa pas. Elle n'appela pas la police. Elle fit demi-tour, assez vivement, malgré son arthrite, et se dirigea droit vers le cottage de Miss Marple, situé 2 rues plus loin. Miss Marple, assise dans son fauteuil en laine bleue près de l'âtre, faisait son frivolité du soir à la lumière d'une lampe. Elle leva les yeux avec cette expression douce qui signifiait qu'elle attendait quelqu'un, mais pas forcément Abigail. « J'espère bien, » commença Abigail, essoufflée et sérieuse, « que je ne vous dérange pas, Jane, mais j'ai vu une bougie à la fenêtre Hutchinson. Vous savez, celle qui est verrouillée. » Miss Marple regarda par-dessus ses lunettes et interrompit son récit. « La fenêtre du haut, tu veux dire? »« Oui, celle qui fait face au verger. Il faisait nuit depuis des semaines, et ce soir, elle était là, brûlant comme la lumière du jour. » Miss Marple pencha la tête. « Eh bien, c'est étrange. » Et les stores étaient toujours tirés. Fermés, j'imagine. Personne n'avait la clé, sauf la gouvernante, qui soignait sa mère à Truro. Miss Marple posa lentement son frivolité. « La lumière des bougies est une chose curieuse, » dit-elle pensivement. Elle suggère une réflexion. L'électricité peut aller et venir, mais une bougie est quelque chose qu'on allume intentionnellement. Abigail se redressa. « Exactement. Je ne suis pas allé jusqu'à la porte, bien sûr. J'ai pensé qu'il valait mieux venir te voir. Je pensais, eh bien, tu saurais quoi en penser. » Miss Marple ne souriait pas vraiment, mais ses yeux se plissèrent. « Allons faire un tour, d'accord ?» La nuit était devenue plus froide. Le vent soufflait fort, et la lune était obscurcie par des nuages agités. Les 2 femmes marchèrent en silence jusqu'à l'étroit sentier de Vicarage Lane. Ils s'arrêtèrent devant le portail de la propriété des Hutchinson. Le jardin était envahi par la végétation. Les mauvaises herbes léchaient les pierres, et les stores pendaient, comme des sentinelles silencieuses. Mais la lueur était là, une lueur jaune et claire, provenant de la fenêtre du salon, au-dessus. Miss Marple rétrécit son regard, non pas sur la bougie elle-même, mais sur son positionnement, la façon dont elle était précisément centrée sur le rebord de la fenêtre. « Je me demande, » murmura-t-elle, « pourquoi y placer une bougie? Pour lire? Ou pour voir ?» Elle s'approcha du portail et souleva le loquet. Il s'ouvrit avec un bruit bien trop facile. « Ça aurait dû être verrouillé, » murmura Abigail. « En effet, » acquiesça Miss Marple.
Mais j'ose dire que ceux qui sont venus ici voulaient nous faire voir ce qu'ils souhaitaient, et rien de plus. » Ils s'avancèrent prudemment vers la porte d'entrée. Abigail hésita, mais Miss Marple, douce et ferme, essaya la poignée. Elle tenait bon. « Verrouillé ?» dit-elle doucement. Puis elle s'accroupit et se pencha vers le seuil. « Mais pas de l'intérieur. »« Que veux-tu dire ?» Miss Marple tourna légèrement la tête. « La clé est toujours dans la serrure, à l'extérieur. Et pourtant, la maison est toujours verrouillée. Cela suggère que quelqu'un est parti et a voulu donner l'illusion qu'il n'était jamais venu. » Une rafale de vent passa et la lumière des bougies au-dessus clignota. Une fois, deux fois, puis disparut. Abigail haleta. « C'est parti !» Miss Marple se redressa. « Oui, quelqu'un attendait qu'on le voie. Et maintenant, il est parti. » Abigail fixait la fenêtre sombre. « Jane, qu'est-ce que ça veut dire ?» Miss Marple la regarda avec une gravité tranquille. « Cela signifie que quelqu'un a voulu rappeler à ce village que la maison des Hutchinson n'est pas aussi vide qu'on le croyait. Et j'ose dire que la vérité ne restera pas cachée bien longtemps. » Le lendemain matin, un corps a été retrouvé dans le salon fermé à clé. La bougie s'était consumée à côté, ne laissant qu'une traînée de cire, une tasse de thé fissurée, et aucun signe de la façon dont le tueur s'était échappé. La nouvelle se répandit plus vite qu'une rumeur dans la file d'attente de la boulangerie Miller. Le lendemain midi, tout le village de St. Aldelm était en effervescence, les rumeurs s'enroulant comme du lierre autour de chaque clôture de chaumière et de chaque banc d'église. Le corps avait été découvert par l'agent Rigby, appelé au petit matin après que Miss Marple et Abigail Ferns eurent signalé l'étrange lueur des bougies et le portail non verrouillé. Il était arrivé avec son air habituel, bottes couvertes de boue, casque légèrement de travers et une grimace gravée sur son visage rougeau. Pourtant, même Rigby, peu théâtral d'habitude, était ressorti de la maison des Hutchinson pâle et chancelant. Le défunt fut identifié comme Lionel Everby, un avocat retraité de la paroisse voisine, connu pour sa moustache soignée, ses lettres acerbes à la rédaction et ses promenades solitaires sur la place du village. Ni ami ni ennemi pour la plupart, il était aussi sec que ses contrats, et pourtant indéniablement présent. Il n'avait aucune raison d'être chez les Hutchinson, et encore moins mort sur leur tapis persan, une tasse de thé cassée à la main. La porte était restée verrouillée. Les fenêtres étaient verrouillées de l'intérieur. Aucun signe d'effraction. Et rien ne semblait avoir été volé ou déplacé, à l'exception de la bougie éteinte et d'une faible trace de pas dans la poussière, près de l'âtre. Au salon de thé The Rowan Leaf, les opinions sont plus fortes que le café. « J'ai toujours dit que quelque chose clochait chez cet homme », murmura Dorothy Pike, en remuant sa cuillère en cercle, qui trahissait son excitation plus que sa voix. « Il ne m'a jamais dit bonjour, sauf si on l'y incitait. » En face d'elle, George Arkwright haussa un sourcil sceptique. C'était un avocat, Dorothy, pas un enfant de cœur. Et pourtant, renifla-t-elle, que fait-il dans la maison fermée à clé de quelqu'un d'autre? La nuit, avec une bougie en plus. Un rituel, suggéra la jeune Maisie Carter, les yeux écarquillés et brillants d'un romantisme absurde. Quelque chose d'occulte. Peut-être qu'il était maudit. George rit doucement. Il a probablement trébuché sur son arrogance et a atterri sur son thé. Derrière eux, Miss Marple était assise tranquillement, avec une fine tranche de biscuit à la cerise et une tasse de Darjeeling doux. Elle n'exprimait pas son opinion. Pas encore. Mais comme toujours, elle était à l'écoute. Elle remarqua la façon dont Madame Linton, l'épouse du pasteur, jetait nerveusement un coup d'œil par la fenêtre toutes les quelques minutes, les doigts crispés sur le bord de sa manche. Elle remarqua comment l'épicier, M. Delaney, s'était mis à essuyer son comptoir déjà propre, avec une vigueur redoublée depuis que la nouvelle avait éclaté.
et elle remarqua la façon dont le cousin d'Alma Hutchinson, le jeune Timothy, qui était censé étudier l'ingénierie à Cambridge, mais était arrivé au village la semaine précédente, en vacances, avait disparu de son banc habituel devant le bureau de poste. Elle prêtait également attention au silence. Toutes les réactions ne se traduisent pas par des mots, avait-elle appris depuis longtemps. Parfois, les vérités les plus fortes sont celles que les gens disent. Ne le faites pas dire. Devant le salon de thé, le soleil jouait à cache-cache derrière des nuages grisâtres. Les enfants donnaient des coups de pied dans les flaques d'eau. Les chiens aboyaient après les pigeons. Et la vie, comme toujours, continuait même avec un cadavre pas encore enterré. Plus tard dans la journée, Miss Marple descendit de nouveau Vicarage Lane, soi-disant pour prendre le thé avec la femme du pasteur, mais surtout pour observer la maison sous un angle différent. Elle s'arrêta devant le portail Hutchinson. Une faible ligne tracée à la craie, hâtivement effacée par la bruine, marquait l'endroit où Everby était tombé. La fenêtre du dessus était maintenant plongée dans l'obscurité, son store enfin tiré. Mais le silence environnant résonnait encore de questions. Alors qu'elle tournait au coin de la rue en direction du presbytère, elle faillit heurter Abigail Ferns, qui serrait son sac à tricot comme un bouclier. « Jane », murmura Abigail d'une voix basse et pressante. « Tu as entendu, bien sûr. » Miss Marple sourit doucement. « Oui, ma chère. C'était un spectacle magnifique hier soir, et les conversations d'aujourd'hui ne m'ont pas déçu. Je n'arrive pas à dormir, » avoua Abigail. « C'est cette bougie. On aurait dit qu'elle voulait moi de le voir, comme si j'étais invité pour découvrir quelque chose. Et ce pauvre monsieur Everby, pourquoi lui? Il n'est même pas d'ici. Parfois, dit Miss Marple pensivement, les étrangers font de parfaits symboles, ou des boucs émissaires. Abigail cligna des yeux. Tu crois qu'il a été tué? Je pense qu'il n'est pas entré dans cette pièce par accident, dit calmement Miss Marple. Et je pense que quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour faire croire que c'était le cas. Ils parcoururent le reste du chemin en silence. À l'intérieur du presbytère, l'air sentait les pommes cuites et le cirage de pain. Madame Linton les accueillit avec une joie forcée, son sourire un peu trop crispé. « Je m'excuse, » dit-elle. « Le salon est un peu en désordre. Tout a été si inattendu. » Miss Marple accepta sa tasse de thé et la remua doucement. « Je comprends, ma chère. C'est assez troublant. Connaissiez-vous bien Monsieur Everby? »« Oh, pas très bien, » répondit Madame Linton. « Il s'est occupé des démarches pour la caisse de l'église au printemps dernier, concernant l'héritage de Madame Crawley. Mais franchement, il n'était pas du genre à fréquenter les gens. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Et pourtant, il a fini sa vie chez un inconnu. » La femme du pasteur hésita. « Eh bien, oui. Mais je ne peux pas imaginer pourquoi il irait là-bas, à moins que il ne rencontre quelqu'un ?» Abigail se pencha en avant. « Tu veux dire un romantique réunion ?» Madame Linton rougit furieusement. « Mon Dieu, non, je voulais dire, enfin, peut-être pour affaires, ou pour une affaire de famille, mais c'est très impair. » Miss Marple n'insista pas, mais son esprit, comme toujours, s'emballait. Plus tard dans la soirée, elle se rendit à nouveau chez les Hutchinson, cette fois escortée par l'agent Rigby, qui était de plus en plus mal à l'aise à la suite des ragots du village. « Je veux bien que vous jetiez un coup d'œil, Miss Marple, » dit-il d'un ton bourru en déverrouillant la porte d'entrée. « Mais ne touchez à rien. L'inspecteur de Much Burton arrive demain matin. » Miss Marple entra délicatement, les yeux parcourant le salon comme un peintre scrutant une toile vierge. La bougie avait presque entièrement brûlé. La cire coulait sur le rebord de la cheminée en forme de point d'interrogation. La tasse à thé fêlée était toujours là, le bord ébréché, son contenu séché depuis longtemps. Sur une table d'appoint voisine se trouvait une pile de courriers, non ouverts, adressés à Alma Hutchinson. Mais ce sont les empreintes de pas qui ont attiré l'attention de Miss Marple. Ils étaient en faible, presque effacés par l'entrée de Rigby, mais toujours perceptibles.
un pas droit plus profond que le gauche. Une semelle étroite, probablement celle d'une botte de femme. Ils se dirigèrent vers la cheminée, puis s'arrêtèrent. Pas de retour d'impression, pas de deuxième série. Aucune perturbation dans la poussière au-delà de ce point. Curieux, murmura Miss Marple. Rigby se gratta le menton. On dirait qu'il a été surpris. Il est entré, s'est retourné et... Il fit un geste qui lui trancha la gorge. « Mais comment l'autre personne est-elle partie » demanda doucement Miss Marple. Rigby fronça les sourcils. « C'est tout. Aucun signe. Aucune fenêtre ouverte. Porte verrouillée. Pas de corde. C'est comme s'ils avaient disparu. » Les yeux de Miss Marple revinrent aux empreintes de pas. Pas de retour. Arrivé uniquement. Alors, elle pensait, le tueur est-il entré ou n'était-il jamais parti au départ? Derrière elle, le dernier fragment de la bougie s'est effondré en cendres. Dehors, le vent se leva de nouveau. Le village, encore souriant à la lumière du jour, commençait à tressaillir dans l'ombre. Et Miss Marple, reconstituant tranquillement le premier fil conducteur du mobile, sut que sous le silence de Saint Aldhelm, quelque chose de bien plus ancien qu'un meurtre commençait à se produire. Quelque chose d'enfoui, quelque chose de personnel, quelque chose d'inoubliable. Miss Marple resta un moment dans le salon, après que l'agent Rigby fut allé vérifier à nouveau le portail du jardin. Son regard parcourut le contour flou de l'unique empreinte de pas. Entrée, jamais sortie. La trace maculée marquait une présence, prudente, délibérée, et étrangement inachevée. Elle s'approcha lentement de la fenêtre. Le loquet était verrouillé. La poussière s'accumulait dans les coins sans être dérangée. Et pourtant, il y avait cette bougie, celle-là même, qui avait d'abord attiré l'attention d'Abigail Fern. Sa position sur le rebord ne semblait pas fortuite. Elle était tournée vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, presque comme un phare ou un avertissement. Sur un coup de tête, elle fouilla dans son sac à main et en sortit un petit bloc-notes, cadeau de la femme de sa nièce Raymond. Elle y griffonna 2 lignes. La bougie était destinée aux observateurs. Pourquoi pas d'impression de retour? Ses pensées furent interrompues par un coup sec frappé à la porte d'entrée. Trop rapide et impatient pour l'agent. Rigby laissa entrer l'homme en grommelant et en murmurant. « Il est juste là pour les journaux, mademoiselle. » Le visiteur, grand et mince, avec un manteau qui avait vu trop de voyages en train, se tenait avec la légère arrogance de quelqu'un habitué à être écouté. « Inspecteur Graves, » dit-il en guise de présentation, tendant une main gantée. « Much Burton. Vous êtes Miss Marple, n'est-ce pas? Celle qui a repéré la lumière et qui a alerté. » « Je n'ai fait qu'accompagner Madame Ferns, » dit-elle avec un sourire poli. « Mais oui, j'ai vu la lumière. » Il la regarda d'un air entendu, comme pour mesurer ce qu'il fallait prendre au sérieux en elle. « Et tu es là parce que... Je trouve souvent utile, dit-elle doucement, d'être près de la scène lorsque j'essaie de comprendre les gens. » Il fit un signe de tête bref, puis tourna son attention vers le corps, désormais retiré, mais soigneusement délimité par des marques à la craie et la présence persistante de la pièce. « J'aimerais savoir, » dit-il à voix haute, sans s'adresser à personne en particulier, pourquoi M. Everby se trouvait dans cette maison, vide, fermée à clé, appartenant à des amis en vacances à l'étranger, et y est mort, sans issue évidente pour son assassin. Aucune blessure. Aucun poison n'a encore été trouvé dans le thé. Mais de toute évidence, ce n'était pas un accident. Miss Marple ne dit rien. Graves poursuivit. « Et pourquoi la bougie? Et la tasse de thé fêlée? Pourquoi cette propreté? Tout semble trop préparé. » Miss Marple réfléchit à ce qu'elle allait dire. « C'était peut-être ce que je voulais dire, inspecteur. » Il se tourna vers elle, les sourcils levés. « Tu crois que c'est une mise en scène? »« Je pense, » répondit-elle doucement, « qu'on est rarement aussi ordonné lorsqu'on meurt subitement. Et les personnes vraiment effrayées mettent rarement une bougie pour leur tenir compagnie. » Cela sembla se calmer dans son esprit,
et il lui lança un second regard, moins dédaigneux désormais. « Si vous apprenez quelque chose, Miss Marple, faites-le-moi savoir. » « Bien sûr, » dit-elle avec un sourire, sachant déjà qu'elle ne le lui dirait qu'une fois qu'elle aurait une vue d'ensemble. Ce soir-là, alors que le crépuscule projetait de douces ombres lilas sur le village, Miss Marple rendit visite à Madame Wentworth, qui tenait le bureau de poste et, plus important encore, l'échange informel d'informations du village. Madame Wentworth tricotait derrière le comptoir, son chien endormi sous le tabouret, lorsque Miss Marple entra. « Oh, Jane, dit-elle, 3 personnes viennent de me demander si les Hutchinson auraient loué la maison en secret. Je leur ai répondu que c'était peu probable. Alma n'aurait pas risqué de laisser des traces de boue sur ce nouveau tapis. » Miss Marple sourit. « Et avez-vous reçu quelque chose d'intéressant par courrier cette semaine? Quelque chose d'inhabituel? » « Juste cette lettre pour le jeune Timothy Hutchinson, » dit-elle, en tendant la main derrière le comptoir, pour sortir une petite enveloppe couleur crème. « Timbrée de Londres, sans adresse de retour. Tu crois qu'il reste longtemps en ville? » « Eh bien, il a dit seulement 1 semaine, mais il est toujours là, et ça fait presque 2 ans. Il a dit qu'il avait besoin de calme pour ses études. Je n'ai jamais vu un garçon avoir autant besoin de calme et passer autant de temps à se promener. » Miss Marple hocha la tête. « Les garçons étudient rarement quand ils le prétendent. Et lui et M. Everby, se connaîtraient-ils par hasard? Je ne peux pas dire que je les ai vus parler. Mais d'un autre côté, je ne peux pas dire que j'ai vu M. Everby parler à qui que ce soit depuis Noël. Il était toujours réservé. Et pas de visiteurs? Pas à ma connaissance. Enfin, à moins qu'on ne compte le matin où Madame Linton lui a déposé une pile de documents paroissiaux. Il aidait le vicaire à gérer le fonds fiduciaire, je crois. » Miss Marple sirota le thé léger qu'on lui avait offert. « Curieux. Quelque chose te tracasse, Jane ?» Miss Marple posa sa tasse. « J'essaie de comprendre ce que M. Everby faisait dans cette maison. Parce qu'il n'y allait certainement pas pour une tasse de thé. Il n'habitait pas à proximité. Pas d'amis proches. Et la maison était fermée à clé avant et après. Tout est assez confiné. » Madame Wentworth se pencha en avant. « Pensez-vous que quelqu'un a tiré lui? »« Je pense, » dit doucement Miss Marple, « que quelqu'un le désirait vraiment, vu là, et quelqu'un d'autre le voulait vraiment pas partir. » Alors qu'elle rentrait chez elle par les ruelles sombres, ses pensées se tournèrent à nouveau vers cette tasse de thé fêlée. Un symbole, peut-être. Mais de quoi? La scène était trop calculée, trop prudente, comme un message adressé à quelqu'un en particulier. Elle s'engagea dans son allée de jardin, au moment même où une voix familière l'appela par son nom. C'était le vicaire, le révérend Linton, essoufflé et troublé. « Mademoiselle Marple, j'espérais vous voir. » Elle l'accueillit à l'intérieur et prépara une nouvelle théière de thé, remarquant que ses mains s'agitaient plus que d'habitude lorsqu'il accepta la tasse. « Je ne devrais pas bavarder, » dit-il. « Mais, voyez-vous, il y a quelque chose qui me tracasse. » À propos d'Everby. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. « Continuez, s'il vous plaît. » « Eh bien, il s'agit du fonds fiduciaire, le Legs Crowley. Everby s'occupait des transferts légaux. Et il y a 2 semaines, il m'a dit quelque chose d'étrange. Il a dit que les chiffres ne collaient pas. Ça n'a pas marché, comment? Il ne disait pas grand-chose, juste qu'il soupçonnait une erreur, peut-être délibérée. Mais il allait régler le problème, disait-il. Et puis, il a complètement cessé de répondre à mes lettres. Miss Marple réfléchit. Et il ne vous a jamais dit qui pouvait être responsable de cette divergence? Non, mais j'avais la nette impression qu'il savait, ou pensait qu'il l'avait fait. Cette nuit-là, longtemps après le départ du vicaire, Miss Marple s'assit près de son feu et relut ses notes. Une bougie à la fenêtre, des traces de pas qui ne laissaient pas de traces, une tasse de thé qui s'était brisée sans qu'on la force, un fonds fiduciaire dont les fonds avaient discrètement disparu,
et un notaire qui savait quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir, retrouvé mort dans une maison où personne n'aurait dû entrer. Elle prit l'enveloppe empruntée à Madame Wentworth, la mystérieuse lettre londonienne de Timothy Hutchinson, et examina le cachet, du papier bon marché, dactylographié, mais plié bizarrement, pas selon le triple pliage habituel, glissé à l'intérieur, comme si quelqu'un l'avait caché à la hâte. Elle ne l'ouvrit pas encore, mais elle avait un soupçon. Elle se dirigea vers sa bibliothèque, trouva le registre paroissial et feuilleta les noms. Everby, Lionel, solliciteur, de Parminster, exécuteur testamentaire de la succession de Crawley. Témoin. Elle s'est arrêtée. 2 noms apparaissaient ensemble dans une entrée précédente. Everby et une femme dont elle n'avait pas entendu parler depuis longtemps. Margaret Crawley, nièce, héritière légale, a renoncé à ses droits. Miss Marple fronça les sourcils. Mais pourquoi renoncer à un héritage si... La bougie n'était pas un avertissement, c'était un leurre. Et celui qui l'avait mis le feu avait compté sur quelqu'un pour le surveiller. Quelqu'un qui toujours regardait. Miss Marple se leva et plaça l'enveloppe dans un tiroir. Elle avait un appel à passer demain matin. Et après, elle comptait rendre visite à Timothy Hutchinson, pas pour prendre le thé, mais pour la vérité. Le lendemain matin, une pluie fine s'était mise à tomber, rendant les allées pavées de sein, Aldhelm glissante et luisante sous les pieds. Miss Marple s'habilla avec soin, chapeau, gants, manteau bleu-gris, et épingla un brin de romarin au revers de sa veste. Elle sortit avec sa dignité tranquille habituelle, comme si elle se rendait au marché ou à la prière du matin. Mais sa destination était déjà fixée. Timothy Hutchinson logeait au Sycamore, une modeste chambre d'hôte à la sortie du village, tenue par Madame Langdon, une veuve à l'oreille fine et friande de biscuits à la cannelle. Miss Marple la trouva en train de disposer des jonquilles à la fenêtre. « Oh, Miss Marple !» s'exclama Madame Langdon. « Quelle matinée pour une promenade !»« Entrez, entrez. » Timothy termine son petit déjeuner. « Dois-je lui dire que vous êtes là ?»« Si ça ne vous dérange pas, » dit Miss Marple en retirant ses gants. « Pas de précipitation, juste une visite amicale. Je n'ai pas revu le garçon depuis qu'il était défoncé et qu'il renversait toujours les pots de rose de sa grand-mère. » Madame Langdon rit doucement. « Il est devenu un sacré bonhomme, n'est-ce pas? Il est plutôt réservé. Il fait de longues promenades. Il griffonne beaucoup dans un carnet, même si je soupçonne qu'il n'y a pas beaucoup de travaux d'ingénierie. » Elle disparut dans l'escalier, et un instant plus tard, Timothy descendit d'un pas hésitant. Ses cheveux blonds étaient ébouriffés, sa chemise à moitié rentrée dans son pantalon, et son attitude oscillait entre intérêt poli et inquiétude discrète. « Mademoiselle Marple, » dit-il, « c'est inattendu. »« J'étais dans le coin, » répondit-elle, « et j'ai pensé que ce serait sympa de se voir. On pourrait peut-être faire une petite promenade avant que le temps ne se gâte. » Timothy hésita, puis acquiesça légèrement. « Bien sûr. » Ils sortirent ensemble dans la brume matinale, le léger bruit des bottes accompagnant leur progression dans le chemin. Miss Marple remarqua la façon dont il jetait sans cesse des coups d'œil par-dessus son épaule, comme s'il anticipait quelque chose ou quelqu'un. « Tu dois être un sacré érudit maintenant, » dit-elle doucement, « même si j'ai entendu dire que tu faisais plus de longues promenades que de longues heures d'études. » Timothy rit doucement. « J'ai dû être un peu distrait. »« Vraiment? J'imagine qu'il y a de quoi distraire un jeune homme dans un endroit comme ça. » Aldhelm. Il lui jeta un coup d'œil. « Je ne suis pas sûr de comprendre. »« Eh bien, » dit-elle pensivement. « Par exemple, une lumière dans une maison fermée à clé. Un homme retrouvé mort. Et le fait malheureux qu'il ait été découvert dans la maison de vos proches, alors qu'ils étaient à des kilomètres de là. » L'expression de Timothy se raidit. « Oui, c'est dérangeant, non? Plus que dérangeant, c'est plutôt déroutant. »
surtout que M. Everby n'avait aucune raison connue d'être là. Vous ne le connaissiez pas, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment, répéta-t-elle doucement. Mais vous étiez là quand la fiducie Crowley a été gérée. Et bien sûr, votre cousine Alma était très proche des Crowley. C'est vraiment étrange qu'un tel lien circule ainsi. Timothy s'arrêta de marcher. Suggères-tu que j'y suis pour quelque chose? La voix de Miss Marple resta calme. Je suggère que lorsque les fils commencent à se croiser de manière aussi étrange, il faut examiner le motif plutôt que de tirer sur les bords. Il détourna le regard. Je n'ai rien fait de mal. C'est peut-être vrai, dit-elle. Mais peut-être que quelqu'un de proche l'a fait. Ou peut-être avez-vous vu quelque chose que vous n'avez pas compris sur le moment. Timothy hésita, puis passa une main dans ses cheveux. Il y avait une femme. Elle est venue à la maison la veille de la lueur des bougies. Je l'ai vue depuis le verger. Elle avait une clé. Elle est entrée rapidement. Elle est restée un moment. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. À quoi ressemblait-elle? Plus âgée. Fin de la cinquantaine, peut-être. Très soignée. Manteau gris. Elle se tenait comme si elle était à sa place. Et vous n'avez pas signalé cela. Je n'y ai pas prêté attention. Je pensais que c'était une amie de la famille. Je ne savais pas que quelqu'un serait retrouvé mort le lendemain. Miss Marple hocha lentement la tête. Elle t'a vu? Je ne pense pas. Alors elle a peut-être supposé que la maison était vraiment vide. Curieux. Ils continuèrent à marcher en silence pendant un moment. Arrivée au bord du pré, Miss Marple s'arrêta et se tourna vers lui. « Timothy, dit-elle doucement, connais-tu le nom de Margaret Crowley ?» Il cligna des yeux. « Oui, c'était la cousine d'Alma, non? Ou quelque chose comme ça. Celle qui a renoncé à ses droits? En effet, elle était l'héritière légale d'une succession considérable, mais elle y a renoncé pour des raisons jamais entièrement rendues publiques. Et M. Everby, l'avocat qui a géré le transfert, était la seule personne susceptible de savoir pourquoi. Tu penses qu'elle l'a tué? Je pense, dit Miss Marple, qu'elle a peut-être appris que son passé était sur le point d'être révélé. Et ceux qui ont peur du passé agissent souvent par désespoir. De retour à son chalet, Miss Marple fouilla dans ses notes. Elle croisa date, nom, bulletin villageois obscur et nécrologie à moitié oubliée. Et là, dans l'édition d'avril du bulletin paroissial de 3 ans plus tôt, elle trouva ce qu'elle espérait. Margaret Crowley, née Ellison, déménagera à Cornwall après sa retraite de l'école paroissiale de St. Aldhelm. Margaret avait donc vécu au village, tranquillement, même pendant la transmission légale du patrimoine familial. Et si elle avait été du coin, elle aurait su où Alma avait rangé son double de clés. Elle l'aurait peut-être même aidé à faire ses bagages pour le voyage en bateau. Miss Marple se rassit et croisa les doigts. Il manquait encore une pièce. Pourquoi Everby était-il allé à la maison? Il était trop prudent pour foncer aveuglément dans le danger. À moins qu'il ne pense rencontrer quelqu'un en qui il avait confiance. Elle téléphona au révérend Linton cet après-midi-là pour lui demander s'il avait conservé la correspondance de Crowley du bureau d'Everby. Le vicaire, toujours conciliant, la reçut dans l'heure. « J'ai bien trouvé ça », dit-il en sortant une fine enveloppe. C'est arrivé 2 jours avant sa mort. Je n'ai pas regardé attentivement, mais j'ai supposé que c'était une question de routine. Miss Marple déplia soigneusement la lettre. Le papier était du papier ordinaire, mais la signature, Monsieur Crowley Ellison. Le contenu était fade, rien de plus qu'une invitation à discuter des divergences dans la succession. Mais le ton était inhabituellement personnel, et l'adresse indiquée pour la réunion, Maison Hutchinson. Irrepedemanie. La nuit de sa mort. Elle le rendit au vicaire. Merci. C'est plus utile que vous ne le pensez. Ce soir-là, elle rendit une dernière visite, cette fois à Madame Linton. La femme du pasteur l'accueillit avec moins d'enthousiasme que d'habitude. Ses yeux étaient rouges et ses mains serrées. « J'espérais que tu viendrais », murmura-t-elle.
Miss Marple s'assit et lui prit doucement la main. « Tu le savais, n'est-ce pas ?» Madame Linton hocha la tête, les larmes aux yeux. « Margaret était ma cousine. Elle est venue vivre chez nous après avoir quitté l'école. Je n'en ai parlé à personne. Elle disait qu'elle avait besoin de calme, qu'elle avait besoin de disparaître. Elle t'a demandé de ne pas la mentionner. Elle a dit qu'il y avait des problèmes juridiques, que si elle se taisait, la succession pourrait revenir à Alma. Elle avait des dettes, Jane, des dettes de jeu datant d'il y a des années. Elle disait agir honorablement. Mais ces derniers temps, elle est différente, anxieuse, effrayée. Puis elle a de nouveau disparu il y a 3 nuits. Elle n'a laissé qu'un mot. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur, que quelqu'un allait la découvrir. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. » Miss Marple se leva. « Je crois savoir où elle est allée. Et j'ai peur qu'elle prépare quelque chose d'irréversible. » Elle partit aussitôt, marchant d'un pas rapide dans la ruelle sombre, tandis que la pluie recommençait à tomber, douce et régulière. Elle savait maintenant ce que signifiait la lumière des bougies. C'était un signal, un adieu. Et si elle avait raison, Margaret Crowley n'avait pas encore fini. La pluie s'était épaissie en un rideau constant lorsque Miss Marple atteignit l'étroit sentier menant à la lisière du bois de Havers, le petit bosquet dense qui bordait la limite de Saint-Aldelme. Peu de villageois s'y aventuraient après le crépuscule. Encore moins maintenant, les rumeurs de meurtre planant dans l'air, comme le brouillard qui s'accrochait aux haies. Mais Miss Marple connaissait ce village et ses cachettes mieux que quiconque. Et si Margaret Crowley avait vraiment eu l'intention de disparaître sans laisser de traces, ou pire, de faire un dernier geste pour taire son implication, elle aurait choisi un endroit où personne ne risquait de l'interrompre. Les bottes de Miss Marple s'enfonçaient doucement dans les feuilles détrempées, tandis qu'elle franchissait le portail rouillé à l'orée du bois. L'air était chargé d'un parfum d'écorce humide et de vieille terre. Sa torche vacillait dans sa main, juste assez de lumière pour marquer le sentier usé. Elle continua de marcher, les pensées ordonnées, le regard fixe. Le mot de Margaret à Madame Linton n'évoquait pas directement la culpabilité, mais il était empreint de certitude. Il évoquait une erreur irréparable. Et Margaret, ancienne institutrice et femme d'une grande fierté, ne fuirait pas le scandale. Elle préférait s'enterrer dans le silence, peut-être même littéralement. Puis, juste au détour d'un chemin, elle l'aperçut, une lueur blanche entre 2 chênes penchés. Elle s'avança. Margaret Crowley se tenait au bord d'une clairière, son manteau gris trempé jusqu'aux os, les mains jointes. Elle se retourna au bruit des pas de Miss Marple, surprise, mais pas totalement. « Je me demandais si ce serait toi, » dit-elle doucement. « Tu as laissé trop d'empreintes pour qu'on ne les suive pas, » répondit doucement Miss Marple, « et trop de questions pour qu'un village tranquille puisse les ignorer. » Margaret ne répondit pas. Ses yeux, fatigués et rougis, se levèrent sombre vers le ciel noir. La pluie s'accrochait à ses cheveux. Un petit sac était posé par terre à côté d'elle. « Je suis venue dire au revoir, » murmura-t-elle. « Mais je ne savais pas à qui. » Miss Marple s'approcha d'elle. « Tu peux me le dire si tu veux. » Margaret eut un rire sec. « C'est trop tard, Jane. Tu dois le savoir. Je sais qu'un homme est mort. Je sais qu'il te faisait suffisamment confiance pour te rencontrer dans cette maison. Et je sais que tu as allumé cette bougie, non seulement pour que quelqu'un te voie, mais pour quelqu'un de spécifique viendrait. » Margaret tourna légèrement la tête, les yeux plissés. « Abigail, elle est fiable, observeuse, et sujette à des réactions nerveuses, ce sur quoi tu t'attendais. Intelligente à sa manière, mais aussi dangereuse. Tu devais savoir qu'elle risquait d'amener quelqu'un d'autre. »« J'espérais, » murmura Margaret. « Je ne voulais pas être seule dans cette maison. Pas vraiment, pas une fois terminée. » Miss Marple étudia son visage. « Alors, vous n'a pas. Tu veux le tuer ?»« Non, » dit Margaret avec férocité. « Non, je voulais seulement l'arrêter, le forcer, à écouter,
Je pensais pouvoir raisonner avec lui, qu'il pourrait comprendre. Elle marqua une pause, resserrant son manteau. Mais quand je suis arrivé, il était déjà en colère. Il a dit qu'il avait trouvé des irrégularités, qu'il avait revu les papiers, et que si je n'avouais pas ce que j'avais fait, il irait voir les autorités. Il m'a traité de voleuse, Jane, après tout ce que j'avais sacrifié. Vous avez falsifié le document final, dit doucement Miss Marple, celui où vous renonciez officiellement à votre héritage. Margaret hocha lentement la tête. J'avais besoin d'argent, Jane. Tu sais ce que c'était après la mort de mon mari. J'avais des dettes insensées, et personne vers qui me tourner. La succession de Crowley était destinée à Alma. Tout le monde le disait à voix haute, même mon oncle. Je me suis dit que si je me retirais discrètement, je pourrais encore faire en sorte qu'une partie soit détournée par le biais du trust. Rien de grave, juste assez pour arranger les choses. Mais Everby l'a découvert. Oui, ou du moins, il le soupçonnait. Et il voulait tout révéler au grand jour. Sa voix baissa. Il disait que la vérité servirait la justice. Et que s'est-il passé dans cette maison? La mâchoire de Margaret tremblait. Il n'a rien voulu entendre. Il m'a accusé. Il a dit que c'était une fraude criminelle, que j'avais manipulé la procédure judiciaire et mis en danger la réputation du vicaire. J'ai essayé de le calmer, de lui proposer une solution en privé, n'importe quoi. Mais il a voulu partir. Il a pris son manteau et a dit qu'il reviendrait dans 1 heure avec un agent. Ses mains se serrèrent en poing. J'ai paniqué. Je me suis approché de lui et j'ai essayé de bloquer la porte. Il a reculé, s'est pris le pied sur le bord du tapis et est tombé. Il a heurté le coin de la table en tombant. Elle déglutit. Il n'a pas bougé. La tasse était sur le plateau à côté de lui. Elle s'est fissurée en tombant. Je me suis agenouillé pour essayer de le réveiller. Mais il avait disparu. Miss Marple ferma les yeux un instant. Vous n'avez pas appelé à l'aide. Je me suis figé. Je ne savais pas quoi faire. Si j'appelais quelqu'un, personne ne croirait que ce n'était pas intentionnel. Ni avec le faux, ni avec l'argent. Alors j'ai nettoyé ce que j'ai pu. Je n'ai rien bougé d'autre. Je suis sorti par la porte de derrière, puis je l'ai refermée avec la clé que m'avait donnée la gouvernante d'Alma. Et la bougie? Je l'ai allumée juste avant de partir. Une partie de moi voulait que quelqu'un le voie. J'imagine que j'espérais qu'il atteigne la bonne personne. Un long silence régna dans la clairière, seulement interrompu par la douce pluie qui tombait sur les feuilles. Miss Marple finit par se pencher et ramassa la sacoche aux pieds de Margaret. Tu allais t'enfoncer dans les bois et disparaître. Mais je crois, Margaret, que tu sais que ça ne devrait pas finir comme ça. Je n'ai plus personne, Jane. Vous avez Madame Linton. Vous avez enfin la vérité. Et vous avez le choix, fuir le passé, ou nous aider à le réparer. Les épaules de Margaret s'affaissèrent. Pour la première fois, elle paraissait plus âgée que son âge. Tu crois vraiment que quelqu'un comprendrait? Non, dit doucement Miss Marple. Mais je pense qu'ils écouteront. Et c'est là que commence la justice. Ils revinrent ensemble, lentement, en silence, le long du sentier de feuilles mouillées et de haies ruisselantes. Lorsqu'ils atteignirent le chemin, la pluie s'était transformée en brume. Au presbytère, le révérend Linton ouvrit la porte, les yeux écarquillés et stupéfaits. Madame Linton halta, mais ne dit rien. Elle se précipita et serra sa cousine dans ses bras. Plus tard dans la soirée, l'inspecteur Graves arriva au cottage de Miss Marple, les lèvres pincées et les yeux fatigués. « J'ai entendu dire, dit-il. On dit qu'elle a avoué. »« Elle l'a fait, » répondit Miss Marple en lui versant du thé. « Elle a dit la vérité, toute la vérité. » Il étudia son visage. « Tu as toujours su que c'était elle. » « Je m'en doutais. Mais les soupçons ne remplacent pas la compréhension. Margaret n'était pas une tueuse par nature, inspecteur. Juste une femme qui a fait une série de choix désespérés et a perdu de vue son meilleur côté. » Graves prit le thé et soupira. « Ce ne sera pas simple. La justice l'est rarement,
a-t-elle déclaré. Il se leva et inclina son chapeau. « Merci, Miss Marple, d'avoir fait ce que la moitié d'un poste d'officier n'a pas pu faire. » Une fois partie, Miss Marple s'assit près du feu, la bougie sur sa cheminée vacillant doucement dans l'obscurité. Elle pensa à Lionel Everby, rigide, précis, et si sûr du bien et du mal qu'il n'avait pas su déceler le désespoir dans le regard de Margaret. Elle pensa à Margaret elle-même, minée par l'orgueil, usée par la culpabilité. Et elle pensa au village, qui s'installait maintenant dans un calme inquiétant, comme toujours après la tempête. Dehors, la vitre brillait faiblement à la lueur des bougies, pas comme un avertissement, pas comme un signal, mais simplement une lumière qui reste allumée. Le lendemain matin apporta une lumière claire et froide qui semblait rayer chaque surface du village. La pluie était passée, laissant des flaques sur les pavés et une brume s'élevant doucement des champs. De la fenêtre de la cuisine de son cottage, Miss Marple observait la matinée se dérouler à son rythme habituel, faussement ordinaire. Un garçon passa à vélo, une miche de pain attachée au dos. Un chien aboya après un pigeon sur le toit de l'église. Et le monde, malgré la tempête des derniers jours, reprit son cours paisible et lent. Mais pas tout à fait la même chose. Margaret Crowley était restée au presbytère sous surveillance discrète. L'inspecteur Graves l'avait autorisée, dans l'attente des déclarations officielles. Les éventuelles inculpations attendraient une enquête complète du coroner et des aveux écrits. Mademoiselle Marple avait passé les premières heures à rédiger ses propres observations, veillant à ce que ce qui avait été dit sous la pluie et dans le silence ne soit pas perdu dans le langage froid des formulaires de police. Elle croyait en la vérité, mais elle croyait aussi à la clémence et à la nuance. Pourtant, quelque chose la pressait, subtil, mais persistant, comme un fil mal placé dans une dentelle. Le récit de Margaret avait expliqué la bougie, la rencontre, la chute, mais pas tout, pas tout à fait. En milieu de matinée, Miss Marple partit avec un petit paquet enveloppé de papier kraft et de ficelle. Elle se rendit au bureau de poste, où Madame Wentworth l'accueillit avec un sourcil levé et un demi-sourire. « Oh, Jane, si vous êtes ici pour l'enveloppe de Londres, je l'ai déjà dit à l'inspecteur. » Miss Marple sourit faiblement. « Je suis venue le rendre. Il doit rester avec le reste du dossier, bien sûr. » Elle posa le paquet sur le comptoir et jeta un coup d'œil autour d'elle. « Maté chargé ?»« Oh oui, » soupira Madame Wentworth. « Des gens qui envoient des lettres à leurs cousins et annulent des rendez-vous en ville. C'est toujours comme ça après un scandale. Tout le monde devient terriblement communicatif. Je m'attends à ce que la prochaine réunion de l'Union des maires soit moins axée sur la confiture que sur les motivations. » Miss Marple rit doucement. « Tu as le don de la litote, Gwen. » Avant de partir, elle marqua une pause. « Au fait, est-ce qu'il y a eu autre chose d'inhabituel par la poste à peu près au même moment que la lettre de Timothy? Quelque chose a été mal distribué ou réexpédié. » Madame Wentworth cligna des yeux. « Oh, à bien y penser. Oui, il y a été quelque chose. Un colis pour Monsieur Everby, marqué « Urgent », mais sans adresse de retour. Il est arrivé la veille de sa mort. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Il est allé le chercher lui-même. Tu te souviens à quoi ça ressemblait? Fin, comme un dossier. Un simple emballage marron, noué avec du fil rouge. J'ai supposé que c'était des papiers officiels. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Quelqu'un l'a-t-il vu l'ouvrir? » « Pas à ma connaissance. Il est entré, a signé, et est reparti sans un mot, comme d'habitude. » Miss Marple partit, ses pensées se mêlant à quelque chose de plus sombre. Un paquet, un simple dossier, un avocat faisant du chantage, ou peut-être étant victime de chantage. Elle prit le chemin le plus long pour rentrer chez elle, traversant le cimetière. Le clocher était immobile, l'air vif. Elle s'arrêta pour observer le terrain familial des Crowley. De simples pierres, chacune portant des noms gravés aux lignes épurées, les plus anciennes déjà adoucies par le lichen.
Le domaine de Crowley avait toujours exercé une fascination discrète dans le village, une fortune qui s'étendait sur plusieurs générations, celle qui s'accompagnait d'obligations plutôt que de prestige. Alma avait hérité de la propriété, mais elle avait toujours été réservée sur ses détails. Elle aimait les apparences, les volets blancs et frais, les rosiers impeccables. Mais Miss Marple avait longtemps cru qu'il y avait des fissures sous le plâtre. L'histoire de Margaret n'avait fait que le confirmer. Pourtant, quelque chose dans ce paquet la rongeait. De retour à son chalet, elle revit ses notes. Everby était décédé sans aucun signe de lutte, sans aucune trace de violence. Et le thé n'avait pas été empoisonné. La cause du décès avait été déclarée. Une hémorragie cérébrale, possiblement provoquée par une chute. Peut-être. Mais si quelqu'un recherchait sa mort, si quelqu'un avait plus à perdre que Margaret, alors la chute aurait pu être opportune ou soigneusement mise en scène. Elle ressortit le vieux bulletin paroissial, l'édition d'avril. Elle relut la phrase qui l'avait interpellée plus tôt. Margaret Crowley, née Ellison. Et soudain, ses doigts se figèrent. Ellison. Elle avait revu ce nom, dans un autre contexte, pas récemment, mais caché dans le registre des donateurs de l'Église, lors d'une collecte de fonds pour la restauration de la chapelle Nord. Il y avait un mystérieux donateur, U. Ellison, qui avait fait don d'une somme étonnamment importante et avait demandé l'anonymat. Miss Marple sortit le registre de son placard. L'inscription y était toujours, datée d'il y a 6 semaines seulement. U. Ellison. Elle consulta les registres du Trust Crowley, ceux-là même que le révérend Linton avait mentionnés. Effectivement, plusieurs versements mineurs avaient été effectués sous l'autorité de l'exécuteur testamentaire, Everby. Légal. Oublié. Mais parmi eux, une annotation, contribution à l'entretien du patrimoine. Miss Marple resta assise, très immobile. Everby n'avait pas simplement trouvé des irrégularités. Il en avait fait partie, et peut-être avait-il commencé à le regretter. Lorsqu'il a reçu ce colis, s'il était un paquet de preuves, des menaces ou des documents volés, cela pouvait provenir de quelqu'un dont l'enjeu était bien plus important que Margaret Crowley. Quelqu'un connaissant Everby pourrait se retourner, quelqu'un qui voulait s'assurer qu'il ne pourrait pas. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite à l'inspecteur Graves. Elle apporta des sablés et quelque chose de plus précieux, une théorie. « Tu crois quelqu'un autre? Cela aurait pu être impliqué ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Je crois que Margaret a dit la vérité à propos de la chute, a-t-elle déclaré. Mais je crois que quelqu'un d'autre a contribué à déclencher toute cette situation. » Elle lui parla du colis, du don, du nom, de la fausse renonciation, certes, mais aussi des retraits cachés. Margaret a falsifié une signature, dit-elle doucement. Mais quelqu'un d'autre a falsifié le reste de l'histoire. Graves se gratta la tête. « Tu suggères Alma ?»« Pas forcément, » répondit Miss Marple. « Mais peut-être quelqu'un qui gérerait la succession d'Alma en son absence. Un mandataire, quelqu'un qui aurait accès à ses affaires, quelqu'un qui connaîtrait l'histoire d'Everby, qui aurait vu une opportunité et l'aurait saisie. » Graves se leva. « Je vais demander un mandat pour perquisitionner le bureau d'Everby. S'il y a un deuxième registre, un compte secret, il y en aura, » dit doucement Miss Marple. Le soir venu, la perquisition confirma ses soupçons. Un deuxième jeu de relevés financiers, dissimulé derrière un faux tiroir, révélait un détournement prudent de fonds sur une période de 8 mois. Des sommes modestes, mais suffisantes. Et tout cela remontait à un compte bancaire au nom d'Edgar Ellison. C'était un nom que personne n'avait pensé à demander à Margaret, parce qu'Edgar Ellison était son défunt mari, un nom qu'elle avait autrefois enfoui, un nom dont elle ne s'attendait pas à ce qu'il revienne. Mais quelqu'un d'autre l'avait ressuscité. Quelqu'un qui s'était fait passer pour lui avait utilisé son nom pour retirer des fonds, blanchi par le biais de la fiducie, et imputer la responsabilité à la dernière
et désespérée contrefaçon de Margaret. Quelqu'un qui était encore là-bas. La confession de Margaret avait ouvert la porte. Mais le véritable tueur était passé par là, après. Le crépuscule approchait lorsque Miss Marple rentra à son cottage. Le ciel était parsemé de teintes roses et lavandes, les ombres des cheminées s'étirant sur les toits, tels de longs doigts vigilants. Elle retira son chapeau et l'accrocha soigneusement à la patère du couloir, bien que son esprit fût perdu dans le présent. Le nom d'Edgar Ellison persistait dans ses pensées comme un fantôme. Elle se versa une tasse de thé, intacte après refroidissement, puis une autre, avant de finalement rejoindre son bureau. Coucher ses pensées d'une écriture soignée et précise l'avait toujours réconfortée. Mais ce soir-là, elle hésitait, la plume posée, mais immobile. Les fils s'étaient dénoués trop vite, trop nettement. Les aveux de Margaret, les faux papiers, la piste financière. Tout menait quelque part, certes, mais la destination semblait encore floue. Elle ferma le carnet et se leva, se dirigeant vers la fenêtre du salon. Derrière les haies, l'allumeur de réverbère effectuait son lent et habituel tour du village, lanterne à la main, s'arrêtant à chaque poteau avec une précision rituelle. Elle l'observa un moment, puis se retourna lorsqu'on frappa doucement à sa porte. Elle l'ouvrit et trouva Timothy Hutchinson debout, là, le visage pâle et tiré, des gouttes de pluie coincées dans ses cils. « Je suis désolé de vous déranger, dit-il rapidement, mais j'ai pensé que vous devriez voir ça. » Il lui tendit une enveloppe. Elle était jaunie, froissée au coin et portait une adresse de retour à Londres. Cachet de la poste datant de près d'1 an. « Où as-tu trouvé ça ?»« Je l'ai trouvé caché derrière la commode de ma chambre au Sycamore. Je ne pense pas qu'il m'était destiné. Il est adressé à ma mère. Alma. » Miss Marple le prit avec douceur. Le sceau était déjà brisé, le rabat ouvert et replié. Elle lui jeta un coup d'œil. « Tu l'as lu ?» Il hocha la tête. « C'est d'un certain Ellis. Du moins, c'est sa signature. Il parle du Trust Crowley. Il y a une phrase. « L'accord de votre père se poursuit comme convenu. » Je n'ai pas compris. Le cœur de Miss Marple s'accéléra. « Puis-je » Timothy recula pour la laisser lire. L'écriture était nette, précise et le contenu concis. Alma, conformément à la structure initiale. Les versements de la succession Crowley seront réacheminés via le compte se terminant par -3141 jusqu'à nouvel ordre. Aucune communication directe ne sera établie avec Margaret. Elle ne doit pas être informée de cette disposition. Votre père et moi avons convenu que cela serait préférable pour sa protection et la vôtre. Ellis. Elle date de près de 10 mois avant la mort de Lionel Everby. Miss Marple plia la lettre d'une main tremblante. Tout avait donc commencé bien avant la contrefaçon de Margaret. Le siphonnage était intégré à la structure dès le départ, sous un faux nom, avec la bénédiction du père d'Alma. Et Alma était au courant, peut-être même d'accord. Elle leva les yeux. « Timothy, tu as dit que ta mère ne parlait jamais de Margaret ?»« Presque pas. Une seule fois, en fait. Elle a dit que Margaret avait tout gâché et qu'il valait mieux pour tout le monde qu'elle se taise. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Et elle n'a jamais parlé de cet homme, Ellis ?»« Non. Je pensais qu'il était avocat. Mais le plus étrange, c'est qu'en fouillant dans ses affaires, je n'ai trouvé aucune trace de lui. Ni lettre, ni facture, ni adresse. C'est comme s'il avait disparu. »« Il ne l'a pas fait, » murmura Miss Marple. « Il a changé de nom. » Timothy cligna des yeux. « À quoi ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Ellis est simplement une abréviation d'Ellison, comme Edgar Ellison, le défunt mari de Margaret. Un nom qui n'appartenait à aucun homme vivant aujourd'hui et qui pouvait donc être utilisé par quiconque avait accès à la succession et au récit. Quelqu'un de proche, quelqu'un de confiance. » Timothy pâlit. « Tu veux dire ? Quelqu'un qui a compris qu'en créant un fantôme,
En écrivant sous le nom d'un homme présumé mort, il pouvait déplacer de l'argent sans se faire repérer, envoyer des instructions sans éveiller les soupçons et rejeter la faute, si nécessaire, sur la seule femme trop accablée pour se défendre. Elle se retourna et lui prit délicatement l'enveloppe des mains. « Je dois parler à l'inspecteur. » Tout de suite. 1 heure plus tard, l'inspecteur Graves, assis à la table de Miss Marple, relisant la lettre d'un air pensif. Ceci, si c'est authentique, change complètement l'affaire. C'est authentique, dit-elle calmement. Et l'écriture correspond au mot que Margaret a laissé à Madame Linton. Sauf qu'il ne lui appartient pas. Regardez bien. Graves sortit la lettre de suicide et étala les 2 pages côte à côte. Son froncement de sourcils s'accentua. Les boucles dans les « G », les descendantes dans les « I ». Elles se ressemblent trop. Miss Marple hocha la tête. Margaret n'a jamais écrit ce mot d'adieu. Quelqu'un d'autre l'a fait. Quelqu'un qui a su imiter son ton, ses regrets, et même son envie de disparaître. Graves se rassit. Alors tu crois qu'elle a été piégée, que quelqu'un voulait tuer Everby et lui faire porter le chapeau. Pas tuer peut-être, au début, mais se taire. Et quand Everby a refusé de garder le silence, quand il a recommencé à examiner les comptes, se préparant peut-être même à tout révéler, cette personne n'a pas eu le choix. « Mais qui ?» demanda Graves. « Tu crois Alma ?»« Je crois, » dit Miss Marple, qu'Alma a été manipulée. Son père, sans doute, a commencé la ruse, peut-être pour protéger Margaret d'une nouvelle honte ou d'un nouvel examen, peut-être pour maintenir la paix. Mais après sa mort, les lettres ont continué, ce qui signifie que quelqu'un d'autre a repris le fil. Elle se leva, se dirigea lentement vers sa bibliothèque et en sortit un petit journal bleu marine datant de 2 ans. « Il y a encore un nom, » dit-elle doucement. « Un homme souvent oublié, toujours serviable, toujours présent au bord des événements. » Elle ouvrit le journal, le tourna vers juillet et le désigna du doigt. 12 juillet. Thé au domaine de Crawley. James Pevensey est arrivé en retard. Il a pris des notes pour M. Hutchinson. Graves plissa les yeux. Pevensey, l'avocat d'Alma. Miss Marple hocha la tête. Il était autrefois le commis d'Everby. Puis il a repris les affaires juridiques des Hutchinson après le décès du père. Discret, efficace. Personne ne le questionnait. Et il avait un accès complet aux livres de comptes, aux dossiers de transfert et au calendrier de versement de la succession. Graves se frotta le menton. Il aurait dû savoir pour Edgar Ellison. Plus que ça, il est probable qu'il crée lui, ou il a emprunté son identité une fois qu'elle s'est avérée utile. Un homme intelligent, inspecteur. Le genre de personne qui ne commet pas de meurtre avec un couteau ou du poison, mais avec une signature, une directive et une fausse adresse. Graves se leva brusquement. « Où est-il maintenant ?»« Je crois, » dit Miss Marple, « qu'il est parti pour Londres il y a 2 jours. Mais à sa place, sachant que l'étau se resserre, je n'irai pas bien loin. » Plus tard dans la nuit, Pevensey fut appréhendé dans une pension de famille de Much Burton, sous un faux nom. Dans sa valise se trouvaient les documents du Trust Crawley, un autre jeu de registre, une machine à écrire et une liasse d'enveloppes préadressées à Alma Hutchinson, chacune portant la signature Ellis. Interrogé, il avoua. Non pas un meurtre, mais une fraude financière. Il affirma qu'il n'avait jamais voulu la mort d'Everby, qu'il avait envoyé cette fausse invitation uniquement pour le réduire au silence. Il ignorait que Margaret serait présente. « Malheureuse coïncidence, » dit-il. Mais Miss Marple savait mieux que ça. Elle resta une dernière fois dans le salon Hutchinson, désormais dégagé et aéré, et regarda la lueur des bougies danser à nouveau sur le parquet. Non plus sinistre, mais simple. Un rappel de ce qui avait été vu autrefois et qui ne pouvait plus rester inaperçu. Un village pourrait retrouver le calme, mais les vérités qu'il a révélées ont toujours laissé des échos. Et elle,
plus que quiconque, les entendrait toujours. Les jours qui suivirent se déroulèrent avec la lente précision d'un mécanisme d'horloger. Chaque heure révélant un tour supplémentaire dans le mécanisme que Miss Marple avait si soigneusement observé. Le village, encore en émoi après le scandale, se tut lorsque les conclusions de l'inspecteur Graves furent discrètement révélées. L'arrestation de Pevensey, les fausses lettres, les registres de substitution exhumés derrière les boiseries de son bureau. L'avocat avait patiemment construit sa fraude, presque artistiquement, sans jamais trop en tirer à la fois, apparaissant toujours ennuyeux et appliqué. Un homme si ordinaire qu'il en était devenu invisible. Et c'est cette invisibilité qui a presque réussi à faire de Margaret Crowley le bouc émissaire parfait. Miss Marple était de nouveau assise avec Graves dans le salon du vicaire, la même pièce où Margaret était revenue de l'orée du bois. Dehors, les dernières feuilles d'automne commençaient à tomber avec intensité, de douces volutes d'or et d'ambre flottant sur le chemin de pierre. « Elle est innocentée », dit simplement Graves. « Aucune charge ne sera retenue contre elle. Nous disposons des aveux complets de Pevensey et des preuves qui les étayent. Il y aura une audience, bien sûr. Une restitution financière pourrait être envisagée. Mais personne ne croit désormais que Margaret ait eu l'intention de nuire. » Miss Marple hocha lentement la tête, les mains autour de sa tasse. « Elle a menti, vous savez. À propos de la chute. Pas de là, fait de cela, mais d'être seule. » Graves se tourna vers elle. « Tu crois qu'elle savait que quelqu'un d'autre était dans la maison? Je crois qu'elle a entendu quelqu'un, peut-être même vu une ombre. Mais elle était alors tellement convaincue de sa culpabilité, tellement effrayée par l'accumulation de ses erreurs, qu'elle n'a pas osé en dire plus à voix haute. Elle a assumé plus qu'elle n'en avait fait, car elle croyait mériter à. » Graves baissa les yeux. « Je suppose que oui, d'une certaine manière. Elle a contrefait cette signature. Elle l'a fait. Mais elle a aussi renoncé volontairement à son héritage. Et elle a vécu tranquillement. Elle a enseigné aux enfants. Elle a servi son village. Son pire crime a été un moment de peur. Et ça, dit doucement Miss Marple, c'est quelque chose que nous connaissons tous. » Le vicaire les rejoignit un instant plus tard, portant une petite pile de lettres arrivées par coursier. Parmi elles se trouvait une simple enveloppe, adressée à Miss Marple elle-même. Pas d'adresse de retour. Mais à l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier crème et un message écrit d'une écriture fine et penchée. « Tu l'as vu quand personne d'autre ne l'a vu. Tu as écouté quand le village était trop bruyant pour entendre. Merci. » Ce n'était pas signé. Mais Miss Marple a reconnu l'écriture. Alma Hutchinson. Elle le plia sans commentaire et le glissa dans sa manche. Plus tard dans l'après-midi, elle emprunta le sentier familier qui longeait la maison des Hutchinson. Les volets étaient désormais ouverts, le jardin remis en ordre par les mains discrètes d'un gardien. La lueur des bougies s'éteignit à la fenêtre du haut, et les pièces intérieures étaient vides d'ombres et de secrets. Miss Marple s'arrêta devant le portail. Abigail Ferns était déjà là, les bras croisés sur la poitrine, le regard fixé sur la maison, comme si elle essayait de voir à travers les murs. « C'est étrange comme ça paraît immobile, » dit-elle doucement. « Après tout ça. » Miss Marple sourit. Le calme n'est pas toujours synonyme de paix, mais parfois c'est un début. Ils marchèrent ensemble pendant un moment, passant devant la boulangerie où George Arkwright balayait la farine du perron, devant le bureau de poste où Madame Wentworth attachait des paquets de lettres avec de la ficelle rouge, devant le cimetière où les roses commençaient à se courber sous le poids de la saison. « Ça aurait pu être n'importe qui, » dit Abigail. « On s'en doutait tous, n'est-ce pas, que c'était Margaret, qu'elle avait dû faire quelque chose de terrible. Et on avait tort. » Miss Marple la regarda. « Les gens sont friands d'histoires simples. Des méchants avec des chapeaux noirs, des victimes en blanc, mais la vraie vie est plus difficile. On juge ce qu'on croit voir, et on oublie que les personnes les plus dangereuses
élève rarement la voix ou agite rarement la main. Elle signe des papiers. Abigail se mordit la lèvre. « Tu crois qu'elle restera au village ?»« Je ne sais pas, » répondit Miss Marple avec honnêteté. « Mais je l'espère. Si ce n'est pas pour elle, ce sera pour nous. » Ce soir-là, alors que le ciel prenait la couleur de la cendre douce et que les premières étoiles apparaissaient à travers le voile du crépuscule, Miss Marple reçut un dernier visiteur. Margaret Crowley se tenait dans l'embrasure de la porte, les cheveux attachés en arrière, son manteau fraîchement brossé, mais son visage inchangé, toujours marqué par des nuits blanches et des années d'amertume silencieuse. « Je suis venue te dire au revoir, » dit-elle simplement. Miss Marple s'écarta. « Tu vas loin ?»« Je ne sais pas encore. J'ai besoin de nouveautés. Un endroit où le pire de moi-même ne se souviendra pas de moi. » Miss Marple hocha la tête. « C'est compréhensible. Mais où que tu ailles, Margaret, emporte la vérité avec toi. Tu mérites d'être reconnue pour le courage qu'il t'a fallu pour revenir. Pas seulement pour la peur qui t'a poussé à partir. » Margaret cligna rapidement des yeux. « Je pensais que je ne pourrais plus jamais tenir la tête droite. »« Tu l'as tenue haut ce soir, » dit doucement Miss Marple. Ils restèrent assis ensemble pendant un moment, sans parler, jusqu'à ce que le feu s'éteigne et que la théière ait refroidi depuis longtemps. Quand Margaret partit, elle se retourna vers le portail du jardin. « Je ne t'ai jamais remercié. »« Ce n'est pas nécessaire, » répondit Miss Marple. « Mais si vous trouvez un endroit avec une bonne librairie, faites-le moi savoir. » Les derniers jours de l'affaire se passèrent sans cérémonie. Pevensey fut escorté jusqu'à Londres sous surveillance discrète, son nom étant effacé de toutes les vitrines et de toutes les affiches légales, en moins d'une semaine. Alma retourna à St. Aldhelm, mais parla peu de cette épreuve. Elle entretenait son jardin, elle repeignait ses volets, et parfois, elle se tenait à la fenêtre même où la bougie avait brûlé, les mains serrées autour d'une tasse de thé, le regard perdu dans le verger dépérissant. Le village, lui aussi, a replié l'incident en ses couches, comme de la lavande pressée dans un tiroir, toujours parfumée, toujours présente, mais sans plus d'urgence. Au salon de thé, ils ont murmuré ce qui avait pu se passer. Si Miss Marple n'avait pas vu les indices, si l'inspecteur n'avait pas écouté, si Margaret n'avait pas fait demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Mais Miss Marple ne s'attardait pas sur les si. Elle préférait Tété, le modèle tel qu'il était apparu, fil par fil, vérité par vérité tenace. Le dernier dimanche de la saison, elle a allumé une seule bougie à la fenêtre de son salon. Pas comme un signal, pas comme un avertissement, mais comme souvenir. De la nuit, quelqu'un a allumé un mensonge en espérant que personne ne regarderait assez près. Et du matin, où, enfin, quelqu'un l'a fait. Dans le silence qui régnait après tout cela, Miss Marple découvrit que le silence avait tendance à bourdonner quand quelque chose n'y était pas tout à fait vrai. Ce n'étaient pas les noms. Ils s'étaient enfin mis en place. La vilenie impeccable de Pevensey, la contrefaçon effrayée de Margaret, la complicité imprudente par omission d'Alma. Ce n'était même pas le mobile. Cela aussi correspondait à la nature humaine, si ennuyeuse. Non, ce qui bourdonnait était plus faible. Une note physique à un demi-ton près. La bougie qui s'éteignit sous le regard d'Abigail et la clé qui souriait à l'extérieur d'une porte verrouillée. Par une pâle matinée de soleil clair et de haies couvertes de givre, elle prit son parapluie et retourna au cottage des Hutchinson avec l'inspecteur Graves, qui, ayant appris à l'aménager, n'apporta rien de plus qu'un carnet et un esprit ouvert. Le concierge avait laissé les pièces de devant, vides et clignotantes, l'air frais y circulant comme une femme de chambre timide. Miss Marple demanda de la ficelle, une boîte de punaises et un petit dé à coudre en laiton. Le concierge, habitué depuis longtemps aux particularités du village, sortit les trois d'un tiroir qui semblait contenir l'historique des petites urgences. « Laissez-moi faire un instant, dit-elle, et l'inspecteur inclina la tête.
Elle se dirigea droit vers la fenêtre du salon, celle-là même qui avait d'abord éveillé la peur d'Abigail. Le châssis était rigide, mais docile. Elle le souleva d'un doigt et observa le loquet. Un simple levier, muni d'une boucle, du genre qu'une personne prudente attacherait pour éviter les cliquetis par une nuit d'orage. Elle enfila une ficelle dans la boucle, la laissa retomber le long du mur intérieur jusqu'à la simèse, et y attacha le dé à coudre avec une autre boucle de ficelle, de manière à ce qu'il pende juste au-dessus de l'emplacement où une bougie serait posée sur l'appui. Puis, elle abaissa le châssis, coinçant la ficelle dans la fine couture, entre le cadre et l'appui. Elle conduisit l'extrémité libre de la ficelle jusqu'au couloir, jusqu'à la dernière marche de l'escalier, et la laissa pendre. « Maintenant, dit-elle, vous allez vous tenir avec moi près de la porte et tirer, inspecteur. » Ils sortirent d'eau, dans l'air frais, et prirent place là où elle et Abigail s'étaient autrefois tenus, le chemin luisant sous la pluie. Graves tira sur la ficelle. À l'intérieur, invisible, le dé à coudre s'abaissa pour obturer l'endroit où une bougie aurait soufflé, et la ceinture, maintenue par la ficelle, se referma avec un petit clic obéissant. Graves expira. « Un tour d'enfant, dit-il doucement. « Un enfant prudent, répondit Miss Marple. Notre monsieur Pevensey ne comptait jamais sur le théâtre quand un fil ou un levier suffisait. Il avait besoin que la lumière soit vue. Il avait besoin qu'elle s'éteigne une fois son effet accompli. Et il souhaitait être absent lorsque cela se produisait. Graves suivit la ficelle jusqu'à l'intérieur, son crayon posé, mais oublié. « D'accord, dit-il. On peut expliquer l'effet de la bougie. Mais la porte, Miss Marple, verrouillée, clé dehors. » Elle hocha la tête et l'y conduisit. « Tu as vu la clé là où je l'ai vue, sourire dans la bouche du jour, comme disait ma tante. Tu as aussi vu la fente à lettres. » Il s'accroupit et regarda le rabat en laiton. « À la pêche. »« Avec une tringle plus douce que la plupart, dit-elle. Une simple boucle métallique, peut-être le crochet d'un cintre à jupe. Glissez la boucle dans la fente, taquinez l'arceau de la clé, soulevez et tournez. Les vieilles serrures à applique cèdent à la patience. Une fois le pêne bien en place, vous soulevez à nouveau, et la clé glissera jusqu'à vous sur le sol, un peu éraflée, mais docile. Ensuite, vous la placez dehors, où un agent nerveux sera reconnaissant de trouver un récit tout près. Graves essaya la serrure avec ses doigts, mesurant l'espace, l'angle. Il aurait aussi pu le faire de l'intérieur, remettre la clé à l'extérieur, avant de fermer la porte. Il le pouvait, acquiesça Miss Marple, mais il appréciait la redondance. Si Margaret avait paniqué et s'était enfuie sans réfléchir, si elle avait laissé les choses imparfaites, la vue d'une clé dans la serrure extérieure aurait pu arranger les choses. Il comptait sur nous pour nous laisser guider par la propreté de ce que nous découvririons. Graves se leva et regarda autour de lui, comme s'il voyait, pour la première fois, non pas des meubles et du plâtre, mais la chorégraphie d'un esprit patient. « Et les empreintes de pas, dit-il. Votre note dans la poussière. Une pause, le pied droit plus profondément. Margaret, dit-elle. Sa chaussure. Elle est venue, elle est restée là. Elle s'est agenouillée. La peur lui pressait un pied plus que l'autre. C'est toujours le cas quand on est prêt à argumenter ou à plaider. Mais il y avait d'autres marques. Vous souvenez-vous des légers arcs près de la plinthe, comme des croissants? Pas assez pour être une marche. La ficelle, dit Graves. La ficelle, acquiesça-t-elle. Elle a été balancée à la hâte et arrachée. Il ferma son carnet sans écrire. Alors c'est fini, dit-il. C'est réglé, corrigea doucement Miss Marple. Terminé est un mot qu'on utilise quand on ne veut plus réfléchir. Réglé. C'est ce qui arrive quand la réflexion a fait son œuvre. Elle lui sourit. Et maintenant, il nous reste une chose à faire, qui n'est ni une enquête, ni une preuve. Cet après-midi-là,
Elle envoya 3 mots de sa petite écriture soignée. Un à Alma Hutchinson, lui demandant si elle pouvait lui consacrer un quart d'heure avant que la lumière ne s'éteigne. Un à Timothy, lui demandant de porter la réponse de sa mère si elle refusait d'écrire elle-même. Et un à Margaret, au presbytère, l'invitant à prendre le thé à 16h30. Elle prépara la théière à 16h25 et réchauffa les tasses, car la gentillesse se cache dans les détails. Ils arrivèrent séparément et prudemment, comme des gens s'approchant d'une église avec des prières disparates. Alma se tenait dans le couloir de Miss Marple, comme dans une salle d'attente plus officielle, sa cape trop serrée, le regard sur ses gardes. Timothy les protégeait comme un tampon. Margaret entra la dernière, la bouche ferme, les mains sans tremblement, mais elle les gardait jointes comme pour les protéger. Miss Marple resta silencieuse au début. Elle passa des tasses, s'enquit de choses futiles. Le jardinier qui avait enfin appris à tailler sans elle. La nouvelle habitude de la boulangerie de sucrer les brioches avec trop d'enthousiasme. L'étrange habitude du temps d'oublier le moi. Après que chacun eut bu une gorgée, elle posa sa tasse et regarda, non pas l'un d'eux, mais le feu doux. « La loi fera ce qu'elle doit, dit-elle. Mais il y a un registre qu'elle ne tient pas. Nous le gardons en désordre entre nous. J'aimerais, si vous le permettez, y inscrire une note qui y a sa place. » Margaret leva le menton. « J'ai forgé ce nom, dit-elle, avant qu'on puisse le lui demander. J'ai renoncé et j'ai péché. Je ne demande pas à être excusée. » La bouche d'Alma se crispa, puis s'adoucit. J'ai laissé faire quelque chose, parce que ça ne me convenait pas de regarder les détails. Je ne demande pas non plus à être excusée. Timothy fixait sa tasse, comme si elle pouvait lui donner des instructions. « J'aurais dû le dire plus tôt, dit-il. J'ai vu une femme à la maison, et je n'en ai parlé à personne, avant qu'il ne soit trop tard pour être utile. » Miss Marple hocha la tête. « Très bien, alors, dit-elle. Nous avons chacun posé une pierre sur la table. Maintenant, je vais ajouter la mienne. J'ai vu une lumière, et je ne me suis pas contenté de l'appeler un fantôme, alors qu'une ficelle aurait suffi. Si nous pouvons être reconnaissants pour quelque chose dans ce fouillis, que ce soit d'avoir cherché un peu plus loin que ce qui était raisonnable. » Pendant un court instant, on n'entendit que le bruit des cuillères, la vieille cérémonie humaine du thé réparant ce que les grandes cérémonies ne pouvaient réparer. Puis Alma reprit la parole, non pas à Miss Marple, mais à Margaret. « Si vous souhaitez partir, dit-elle, je ne vous en veux pas, mais si vous préférez rester, il y a plus de maison qu'il n'en faut à une seule personne, et bien plus de jardin qu'il n'en faut à une seule personne. Il y a une pièce qui était le bureau de mon père. Il faudrait la réutiliser. » Margaret déglutit. « Tu crois qu'on pourrait être voisins après ?»« Je pense que nous pourrions être des personnes, » dit Alma, et à la surprise générale, son sourire apparut sans qu'on le lui demande. « Et si vous le souhaitez, nous allons faire baisser les rideaux de ce bureau et laisser la fenêtre ouverte, pour que personne ne pense qu'une bougie signifie autre chose qu'un livre en train d'être lu. » Timothy laissa échapper un soupir qu'il retenait depuis 1 an. « Je pourrais réparer le loquet, » dit-il, soudain impatient. Il n'a jamais été correctement fixé sur ce cadre. N'importe qui avec du fil. Il rougit et s'arrêta. « Enfin, il faudrait le réparer. »« Fais-le bien, » dit Miss Marple, et il rit. Et le son fit bouger l'air comme un petit oiseau courageux. Après leur départ, elle rangea les tasses, plia le tissu et rangea la ficelle, qu'elle n'aimait pas laisser traîner. Elle prit sur la cheminée la petite bougie qu'elle avait allumée, la nuit où l'histoire s'était terminée, et en observa la longueur, courte et honnête. Puis elle la reposa sur le rebord de la cheminée et la laissa éteinte. Tout n'a pas besoin d'une flamme pour être vu. L'inspecteur Graves passa au crépuscule pour lui dire que Pevensey avait tenté la dernière défense de l'homme ordinaire. Des excuses si soigneusement formulées qu'elles auraient dû être rédigées par lui-même. Cela ne lui ferait peut-être aucun mal au tribunal.
mais cela n'effacerait pas la propreté avec laquelle il avait organisé la vie des autres. La loi, comme l'avait dit Miss Marple, ferait ce qu'elle doit. « Et vous » demanda-t-il sur le seuil, son chapeau à la main, non plus sur la tête. « Voulez-vous vous reposer, Miss Marple ?»« Je vais tricoter, » dit-elle. « Le repos, c'est comme l'ennui quand on le prescrit. » Elle sourit pour qu'il ne s'inquiète pas. « Mais oui, pendant un jour ou deux, je ferai semblant d'être raisonnable. » Il la remercia comme le font les hommes, qui ont retrouvé leur fierté intacte, de façon inattendue, après avoir demandé de l'aide. Et il descendit le chemin en sifflant, à voix basse, un air qui hésitait à se déclarer. La nuit s'engageait doucement sur le chemin. Quelque part, un renard toussait, et quelque part, un train en retard suggérait que d'autres vies se déroulaient au-delà des haies et des habitudes. Miss Marple était assise avec ses aiguilles et laissait la laine raconter sa patiente histoire entre ses doigts. Tous les quelques rangs, elle s'arrêtait, non pas pour compter, mais pour écouter la vieille maison s'installer avec satisfaction. Lorsqu'elle se leva enfin pour tirer les rideaux, elle jeta un coup d'œil dans l'allée, par habitude. Une petite silhouette se tenait à la grille, la silhouette de sa familière commère, vêtue d'un beau manteau. Abigail Ferns portait un sac en papier contenant 2 petits pains encore chauds, dont elle prétendait avoir pris trop par erreur. Miss Marple descendit pour la laisser entrer, et Abigail, troublée par sa propre charité, se mit aussitôt à parler du nouveau livreur de la boulangerie, qui coupait des parts trop épaisses et qui allait certainement ruiner la boutique si on ne lui apprenait pas la retenue. « Amenez-le » dit Miss Marple en riant. « Nous allons le remettre en ordre, avec une règle et une balance, et en faire un scientifique. » Et comme les conversations ordinaires étaient rares, ils s'y livrèrent, à propos de Rose, de glaçage, et du sermon du pasteur qui dura un peu. Ils ne parlèrent ni de bougies, ni de clés. Ce travail était fait. Plus tard, lorsque Miss Marple alla chercher une couverture pour se protéger de la fraîcheur qui imprègne même les belles pièces, elle aperçut la bougie éteinte sur le rebord et la laissa telle qu'elle, son corps pâle captant la dernière lueur du réverbère, comme un souvenir qui n'avait pas besoin d'être raconté. Elle resta un instant, la main sur le dossier de la chaise, à l'écoute non pas du bourdonnement d'un problème présent, mais de la musique plus douce et plus difficile, des choses remises en ordre. Un jardin où 2 femmes s'installeraient au printemps. Un fils avec un loquet à réparer. Un village découvrant la différence entre une histoire bien ficelée et une histoire vraie. L'horloge sur la cheminée résonnait de petites phrases agréables. Miss Marple s'assit, reprit son tricot et laissa la nuit s'installer autour d'elle comme un vieux châle, usé, raccommodé, utile, et très, très chaud. L'hiver s'intensifiait à Saint, Aldelme, apportant avec lui de longues matinées et des après-midi pâles qui disparaissaient presque avant même d'avoir commencé. Le village poursuivait ses petits rituels délibérés, la lumière matinale de la lampe du boulanger se répandant sur le givre, le tintement des bouteilles de lait déposées sur le pas des portes, les volutes de fumée de cheminée s'élevant droit dans l'air immobile. En apparence, tout était comme avant la bougie allumée à la fenêtre verrouillée, avant l'effritement des papiers et des noms, et les tromperies minutieuses. Pourtant, pour Miss Marple, l'affaire n'était pas encore tombée dans le placard. Il n'y avait plus d'urgence, plus de témoins disparus, plus d'ombre au bord d'une allée, mais il subsistait un résidu, une fine couche de silence, sans réponse. Non pas que les faits restaient en suspens, ils avaient été examinés et remis à leur place. C'était plutôt que les personnes impliquées apprenaient encore à vivre dans les espaces que ces faits avaient modifiés. Et Miss Marple, plus que quiconque, comprenait que les conséquences décidèrent souvent de la véritable fin d'une histoire. C'est par une matinée calme et frisquet que Timothy Hutchinson revint à son cottage, piétinant le froid de ses bottes dans le couloir. Il n'apportait cette fois aucune lettre, aucune confession nerveuse.
seulement le regard de quelqu'un qui réfléchit à une décision irrévocable. Elle l'amena près du feu, et lui servit du thé, laissant la chaleur et les minutes adoucir ce qu'il était venu dire. « J'ai parlé avec ma mère », commença-t-il enfin, les yeux rivés sur la tasse qu'il tenait à la main. Elle veut louer le domaine de Crowley à des locataires pour 1 an ou 2. Elle dit avoir besoin de prendre ses distances, mais ne veut pas vendre. Elle m'a demandé si je voulais m'en occuper, et j'ai dit que je préférerais ne pas le faire. Miss Marple l'observa en silence. « À cause de ce qui s'est passé là-bas ?»« En partie, mais aussi parce que je pense qu'elle essaie de prendre du recul sans l'affronter. Tout ce qui a été découvert, c'est comme si elle l'avait plié dans une boîte invisible et posé sur une étagère en hauteur. Elle ne parle de Margaret que brièvement. Elle ne parle pas du tout de Pevensey. Je pense qu'elle veut faire comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Beaucoup de gens le font, dit doucement Miss Marple. Il est plus facile de détourner le regard de la forme d'une chose que d'en suivre les contours. Timothy hocha la tête. Je pensais que tu pourrais peut-être lui parler. Tu sembles savoir comment amener les gens à réfléchir sans se sentir bousculés. Elle esquissa un léger sourire. Je peux essayer. Cet après-midi-là, elle se dirigea vers la maison des Hutchinson, le gravier crissant sous ses bottes, le soleil d'hiver blafard, se découpant sur les volets des fenêtres supérieures. Alma ouvrit elle-même la porte, polie, mais toujours sur ses gardes. Elle conduisit Miss Marple dans le petit salon, où le feu avait été allumé, mais pas encore allumé, et s'assit sur la chaise la plus proche de la cheminée froide. « J'ai entendu dire que vous envisagez de louer la maison », commença Miss Marple après quelques plaisanteries. Le regard d'Alma se déplaça. « Pour un temps. Ça semble pratique. Ça ressemble moins à une coquille vide. » Le côté pratique a ses mérites, acquiesça Miss Marple. Mais il a aussi ses défauts. La distance peut préserver une chose, mais elle peut aussi la laisser se transformer par d'autres, à votre insu. Alma haussa légèrement les épaules. Je ne vois pas où est le mal maintenant. Le pire est passé. Miss Marple se pencha légèrement en avant. Le pire du crime, oui, mais pas forcément le pire de ses effets. Si vous laissez cette maison entre d'autres mains, sans avoir d'abord décidé ce qu'elle signifie pour vous, ce qu'elle signifie vraiment, elle ne sera plus jamais à vous, même si vous revenez. Les doigts d'Alma se crispèrent sur l'accoudoir de son fauteuil. C'est dur de vivre au milieu de ses souvenirs. Les souvenirs s'estompent, dit doucement Miss Marple. Ce sont les choses non reconnues qui persistent. Votre cousine a trouvé le moyen de rester ici, parmi les mêmes rues et les mêmes regards, parce qu'elle a décidé de vivre à découvert. Le village suivra son exemple avec le temps. Mais si vous vous retirez, ils créeront leur propre histoire en votre absence. Alma baissa les yeux, suivant le grain du bois du regard. « Tu crois que je devrais rester ? Je pense que vous devriez choisir avec honnêteté et non par esquive. Si vous souhaitez partir, faites-le parce que vous avancez vers quelque chose et non simplement pour vous en éloigner. » Pendant un long moment, le seul bruit fut le léger craquement du cadre de la fenêtre dans le froid. Puis, Alma se leva, alla vers l'âtre et alluma une allumette. Le feu prit lentement, une flamme fine d'abord, puis une lueur constante. Elle resta un moment à l'observer avant de parler. « J'y réfléchirai, » dit-elle. « Réfléchis-y vraiment. » Miss Marple la laissa là, debout, près du feu fraîchement allumé, et redescendit le chemin, tandis que les premiers rayons du soleil frôlaient les toits. Elle ignorait quel chemin prendrait Alma, mais elle savait qu'elle prendrait désormais les yeux plus clairs. C'était tout ce qu'on pouvait faire, offrir assez de lumière au chemin et faire confiance aux voyageurs pour le parcourir. Au cours de la semaine suivante, la vie à Saint. Aldhelm prit son rythme hivernal. Le vicaire annonça une série de causeries en soirée, dans la salle paroissiale, pour réchauffer l'esprit quand l'air est froid. Madame Wentworth, du bureau de poste,
entreprit discrètement de s'assurer que Margaret soit invitée à toutes les réceptions. Et avec le temps, les invitations commencèrent à affluer spontanément. Abigail Ferns, convaincue que sa vigilance avait servi à quelque chose, reporta son attention sur le sujet toujours d'actualité du nouveau livreur de l'épicier et de ses habitudes de coupe. C'est par un de ces après-midi ordinaires, alors que Miss Marple raccommodait une paire de gants près de la fenêtre, qu'une lettre arriva sans tambour ni trompette. L'écriture était inhabituelle, droite, posée, avec une légère touche de majuscule. À l'intérieur, sur du papier ordinaire, se trouvait un bref message. « Je pensais que tu devrais le savoir. Il y avait une autre clé de la maison des Hutchinson. Je l'ai trouvée dans la doublure d'un manteau que Pevensey avait laissé derrière lui. Il a dû la porter pendant des mois. Je te l'apporterai lors de mon prochain passage au village. » Miss Marple le lut 2 fois, puis le posa sur la table à côté d'elle. L'existence de la clé n'avait plus de mystère. Son accès avait été prouvé. Mais le détail de sa cachette lui révélait quelque chose sur l'homme. Une clé dans une poche était un outil. Une clé cousue dans une doublure était une police d'assurance. Cela signifiait qu'il avait pensé aux imprévus bien plus tôt qu'on ne l'avait soupçonné. Cela ne changeait rien à la réalité de l'affaire, mais cela lui rappelait une vérité sur la nature humaine. Les plans sont rarement élaborés en un instant. Ils sont disposés par couches, parfois si fines, que personne ne les remarque jusqu'à ce que la dernière pièce soit posée et que la forme devienne claire. Alors que le soir tombait et que les lampes s'allumaient, Miss Marple se retrouva à la fenêtre, observant les petits mouvements du village, le balancement d'une lanterne, la lente fermeture des volets, le faible rire provenant de quelque part, au bout du chemin. L'histoire de la lueur des bougies dans la fenêtre verrouillée s'estompait avec le temps, réduite à un curieux récit raconté aux nouveaux arrivants, dont les contours plus nets avaient été adoucis. Mais pour ceux qui l'avaient vécu, il y avait toujours certaines nuits, certains regards, certains jeux de lumière qui la ravivaient. Elle tira les rideaux, rangea soigneusement les gants raccommodés dans le tiroir, et alla mettre la bouilloire en marche. Quelque part derrière la haie, un renard aboya 2 fois avant de s'enfoncer dans l'obscurité. Miss Marple esquissa un faible sourire. Même dans les endroits les plus calmes, il y avait toujours des regards qui observaient, des clés cachées et des lumières qui signifiaient plus qu'il n'y paraissait. Et il y avait toujours, pour peu qu'on prenne la peine d'y prêter attention, le bourdonnement d'une chose qui valait la peine d'être suivie jusqu'au bout. Le givre recouvrait les toits d'une épaisse couche le matin, où le dernier fil fut noué. Miss Marple traversait le village d'un pas rapide, son écharpe soigneusement nouée sous son menton, les yeux brillants malgré le froid. Dans sa poche, elle portait la clé que Graves lui avait apportée 2 jours plus tôt, celle retrouvée dans la doublure du manteau de Pevensey. L'inspecteur avait voulu la classer avec le reste des preuves, mais mademoiselle Marple avait insisté pour qu'elle soit remise à sa place. « Une clé est un symbole », avait-elle dit, « et les symboles, une fois restaurés, aident les gens à fermer leur propre serrure. » Margaret répondit à la porte du presbytère. Elle paraissait plus forte, ses épaules relâchées, sa voix plus assurée. Lorsque Miss Marple plaça la clé dans sa paume, elle la tourna lentement, le métal reflétant la lumière du matin. « Pour la porte ?» demanda-t-elle. « Pour votre tranquillité d'esprit, » répondit Miss Marple. « Il appartenait à quelqu'un qui l'a mal utilisé. Mieux vaut qu'il appartienne désormais à quelqu'un qui en décidera. » Margaret sourit faiblement. « Alors je le garderai précieusement. Pas caché, mais en sécurité. » Elles partagèrent le thé dans la chaleureuse cuisine du vicaire, parlant de choses ordinaires, le jardin, les projets de l'Institut des femmes pour le printemps, le goutte-à-goutte tenace dans le robinet de la cuisine, jusqu'à ce que Miss Marple se lève pour prendre congé. Dehors, elle emprunta le chemin qui longeait la maison des Hutchinson. Les volets étaient ouverts, les rideaux tirés pour laisser entrer la pâle lumière du soleil. Par la fenêtre, elle aperçut Alma,
en train de disposer des fleurs dans un grand vase bleu. Un instant plus tard, Alma leva les yeux et, la voyant, leva la main pour la saluer. Miss Marple lui rendit son geste avant de poursuivre. Le village avait accepté la fin aussi lucidement que le changement d'année. La culpabilité de Pevensey était une affaire de justice, l'innocence de Margaret une affaire de cœur. Le reste allait s'ancrer dans la mémoire, s'intégrer aux ragots locaux, jusqu'à devenir moins une réalité qu'une fable. Ce soir-là, Miss Marple alluma une bougie dans son salon, non pas à la fenêtre, mais sur la table, à côté de sa chaise. Elle regarda la flamme vaciller doucement, se stabiliser avant de se consumer à la verticale. Ce n'était plus un signal, ni un leurre, ni un avertissement. C'était une simple lumière, un rappel que la vérité, une fois dévoilée, n'exige pas le spectacle, mais la dignité tranquille d'être vue. Elle reprit son tricot. La pièce était chaude autour d'elle. Le village était silencieux derrière ses rideaux. Quelque part dans le silence, une horloge sonna l'heure, et Miss Marple s'autorisa un léger sourire. Une autre histoire terminée. Une autre leçon, apprise en silence. Et comme toujours, une autre veillée. Car même ici, dans ce lieu paisible, la nature humaine était un modèle qu'elle ne se lasserait jamais de retracer. La bougie brûlait sans interruption, sa lumière se répandant dans la pièce comme une promesse tenue.